Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors nous allons partir à la découverte du fonctionnement de TeX. Alors TeX c'est un logiciel de composition informatique qui a été créé il y a plus de 40 ans, ça fait un sacré moment, par Donald Knuth, qui est un mathématicien et un informaticien américain, qui a créé TeX pour ses propres besoins, puisque rien n'existait à l'époque pour produire des documents de qualité. Et vu justement la qualité des documents produits, eh bien, ce logiciel est encore utilisé largement de nos jours par beaucoup de gens de par le monde. Alors, pas sous la forme de TeX tout seul, peu de gens qui utilisent TeX comme ça, nu, on va dire. Mais c'est surtout le LaTeX qui est très connu. Alors, les gens qui utilisent LaTeX oublient, ou peut-être ne savent même pas, que LaTeX c'est finalement qu'un ensemble gigantesque, un ensemble de macro-instructions qui sont écrites en TeX. Et donc, quand on crée un document sous LaTeX, celui que vous avez sous les yeux là, et bien derrière le langage qui est exécuté, qui est sous-jacent, c'est TeX. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais vite faire un petit tour du propriétaire, histoire de planter le décor. Alors là, je suis sur mon ordinateur portable qui tourne sur une distribution Linux qui est OpenSUSE. Bon, c'est un vieil ordinateur portable qui est un peu poussif, mais qui suffira largement pour compiler les petits documents en LaTeX que nous allons créer. J'ai un éditeur ici qui est Visual Studio Code, qui est créé par Microsoft. Alors c'est un éditeur qui est tout à fait généraliste. On peut coder en Java, en Ruby, en C, en Rust, en ce que l'on veut, en LaTeX aussi d'ailleurs, avec Visual Studio Code, par l'intermédiaire de plugins qu'on peut télécharger, qui spécialisent, on va dire, Visual Studio Code pour le langage que l'on a à taper. Alors ici, moi j'ai téléchargé un plugin qui s'appelle LaTeX Workshop, voilà, qui me donne toutes ces commandes, ce menu là, ainsi que ce petit logo qui montre voilà, ce menu, et qui permet donc à Visual Studio Code de faire tout ce que l'on veut sur du code TeX et LaTeX. Au niveau de la distribution LaTeX, justement, j'ai installé il y a à peine 3 semaines, elle est sortie très récemment, la dernière version de TeXlive. Voilà, qui est à jour bien sûr. Donc tout est prêt bien pour coder en LaTeX et surtout en TeX. Alors vite fait, LaTeX, alors, le code des macro-instructions qui composent LaTeX est accessible. On peut d'ailleurs, il est contenu dans un fichier, ce sont des instructions qui sont contenues dans un fichier, donc on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Bien, le fichier qui contient les macro-instructions de LaTeX s'appelle latex.ltx. Alors voilà, c'est un fichier assez important, voilà, plus de 12 600 lignes. Voilà, tout ceci c'est LaTeX. Mais ce qu'il y a dedans, c'est des instructions en TeX. Voilà, c'est TeX qui opère en coulisses. Je vais le mettre de côté parce qu'il se peut qu'on aille le voir plus tard. Voilà. Alors dans cet épisode, on va rester à un niveau assez bas. On va juste s'intéresser à la façon que TeX a de lire le code, c'est-à-dire les caractères qui sont tapés au clavier pour constituer du code TeX ou LaTeX plus tard. Alors c'est un point qui paraît complètement évident. Dans d'autres langages, la question ne se pose même pas. Elle se pose en TeX car il y a des particularités qui n'existent, que je connais dans aucun autre langage, des particularités de lecture du code qui sont tout à fait propres à TeX. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut,
chaque caractère qui constitue le code eh bien, appartient à une catégorie. En fait, les caractères sont répartis dans des catégories, aux yeux de TeX bien sûr, hein. Et dans chaque catégorie, eh bien, les caractères qui sont dedans ont certaines particularités. Alors il y a 16 catégories en tout en TeX, elles portent chacune un numéro. Ces numéros vont de 0 à 15, c'est donc un entier non signé sur 4 bits. Et donc ces catégories ont donc un code de catégorie. On dit 4 codes en anglais. Voilà, 4 codes ou code de catégorie. Donc c'est un peu fastidieux, mais on va quand même les passer en revue. Alors, on va essayer de faire ça rapidement. Les 16 catégories qui composent l'ensemble voilà, des particularités de chaque caractère. Alors, la catégorie numéro 0, eh bien, est constituée, enfin, par défaut bien sûr, parce qu'après c'est modifiable bien évidemment, eh bien, il n'y a qu'un seul caractère dans la catégorie numéro 0, qui est le caractère anti-slash, voilà, que l'on appelle d'ailleurs caractère d'échappement. Alors qu'est-ce que signifie ce caractère d'échappement pour TeX? Deux choses. Quand TeX rencontre un caractère de 4 codes 0, alors s'il est suivi de lettres, d'une ou plusieurs lettres d'ailleurs, lettre bonjour par exemple, eh bien TeX va essayer de constituer la plus longue série de lettres possible dans le code pour fabriquer ceci qui s'appelle une séquence de contrôle. Alors la séquence de contrôle s'arrête au premier caractère qui n'est pas une lettre. Alors ici c'est un espace. Si j'avais mis 6 par exemple, eh bien la séquence de contrôle se serait arrêtée au R de bonjour. Par contre, si j'avais mis un A à la suite, ça aurait continué, un B, ça aurait continué. Alors il faut savoir que les lettres qui composent la séquence de contrôle sont sensibles à la casse. Cette séquence de contrôle bonjour, ce n'est pas du tout la même aux yeux de TeX que celle-là. Ce sont deux séquences de contrôle qui sont distinctes parce qu'elles ne sont pas constituées des mêmes lettres, puisqu'il y a un B majuscule à la première et un B minuscule à la deuxième. Et puis ce caractère d'échappement peut être suivi de quelque chose qui n'est pas une lettre. Par exemple le signe étoile par exemple, ou le signe plus, ou le signe, je ne sais pas, moi, point par exemple. Alors ces trois entités, on appelle ça des tokens, des jetons. Ça ne s'appelle pas des séquences de contrôle, ça s'appelle des caractères de contrôle. Voilà. Alors, ils sont constitués que d'un seul caractère. Si je mets un autre point ici, le deuxième point n'appartient pas au caractère de contrôle. Longueur d'un caractère de contrôle, eh bien c'est forcément 1. Alors deux mots, il y a deux caractères de contrôle qui sont un peu spéciaux pour TeX, c'est celui-ci, c'est le signe moins, ou le signe tiret, et là il apparaît en bleu parce que ceci c'est une primitive, c'est quelque chose qui est codé en dur dans le logiciel TeX, ce n'est pas une macro-instruction, contrairement d'ailleurs au caractère de contrôle qui est à la ligne au-dessus. Et puis l'autre caractère de contrôle qui est spécial pour TeX, qui est une primitive aussi, c'est le caractère de contrôle qui est constitué d'un espace. Voilà, ce sont les deux primitives qui sont des caractères de contrôle pour TeX. Bien, nous allons passer à la deuxième catégorie, ou plutôt aux deux catégories suivantes qui portent le numéro 1 et le numéro 2. Et bien, dans chacune de ces catégories, par défaut, encore une fois, il y a un seul caractère. Dans la catégorie 1, il s'agit de la collade ouvrante, et dans la catégorie 2, il s'agit de la collade fermante. Voilà, ce sont deux caractères très spéciaux pour TeX. Alors, ils ont deux fonctions, on va dire.
ce sont des délimiteurs d'arguments. C'est-à-dire que si une macro doit lire un ou plusieurs arguments, eh bien, ces arguments doivent être entre accolades. D'ailleurs, ici, la macro begin, qui est une macro de LaTeX, a un argument qui est donc entre accolades, et cet argument, eh bien, c'est le mot document. Pareil d'ailleurs pour la macro end ici. D'ailleurs, ces macros qui sont en violet sont également des macros instructions de LaTeX, oui. La macro document class. Alors on va laisser de côté cet argument optionnel qui est entre crochets. Eh bien, un argument aussi qui est le mot, le caractère qui compose le mot article. Voilà le premier rôle de ces accolades. Puis le deuxième rôle des accolades, ce sont des délimiteurs de groupe. Alors les groupes, ben, c'est comme dans les langages autres que TeX, hein, ce sont des zones. Je vais ouvrir un groupe ici, entre ces deux accolades, ouvrante et fermante. Eh bien, les modifications que je pourrais faire dans ce groupe resteront locales à ce groupe, c'est-à-dire que quand je vais sortir du groupe, eh bien, les modifications que j'aurai effectuées à l'intérieur du groupe seront détruites et les choses reviendront à leur état antérieur. On peut faire un exemple d'ailleurs là-dessus. Il existe une macro de LaTeX qui s'appelle today. Bon, son rôle est d'afficher, enfin d'imprimer la date de la compilation. Là, on va compiler ce document. Voilà, la compilation, le fichier log est ici. On va ouvrir. Ça ne marche pas, voilà. Le document obtenu, eh bien, j'ai 19 avril 2021. Alors la date est écrite en français car j'ai pris le soin de charger le package Babel avec l'option French qui met les choses en français. Alors maintenant, je vais ouvrir un groupe. Je vais sauter un paragraphe pour pas que les choses soient écrites les unes à la suite des autres. J'ouvre un groupe. Et puis dans ce groupe, je vais modifier par exemple l'année. Alors l'année de la compilation est contenue dans une primitive qui s'appelle year. L'étang bleu, c'est donc une primitive de TeX. Et on peut la modifier, et bien on va lui donner la valeur 2022. Et si j'exécute la macro today à l'intérieur de ce groupe, eh bien voilà, on est le 19 avril 2022. Bien sûr, quand je vais sortir du groupe, je vais encore sauter un paragraphe et que je réexécute la macro today. Et bien voilà, les modifications que j'avais effectuées à l'intérieur du groupe ici sont perdues et les choses sont revenues à leur état antérieur. Donc voici les deux fonctionnalités des accolades ouvrantes et fermantes, ou plutôt des caractères de catégorie 1 et 2, délimiteurs d'arguments et délimiteurs de groupe. Nous allons passer à la catégorie numéro 3 très rapidement. La catégorie numéro 3, elle aussi par défaut n'est constituée que d'un seul caractère, qui est le caractère $. Alors, le caractère $, tout le monde le connaît, hein, c'est sorte d'interrupteur, hein, une bascule on va dire, qui permet de passer ou de sortir du mode mathématique. Voilà, c'est l'intérieur, c'est entre deux accolades, eh bien, je tape 1 plus 1 égale 2, et bien, alors ici je suis en dehors du mode mathématique, là je passe dans le mode mathématique, et puis ici j'en sors, et bien le 1 plus 1 égale 2 sera composé en mode mathématique, qu'on peut d'ailleurs s'en assurer en compilant, voilà, ceci est composé en mode mathématique. On peut le voir car eh bien, autour des opérateurs mathématiques que sont le plus et le égal, eh bien, il y a des petits espaces là qui témoignent que la composition se fait bien en mode mathématique. Passons à la catégorie suivante, qui est la catégorie numéro 4. Elle aussi, par défaut,
ne contient qu'un seul caractère, qui est le caractère esperluette. Alors c'est un caractère qui se rencontre dans les tableaux, ou plus généralement les alignements, et qui signifie la plupart du temps de passer à la colonne suivante. Voilà, c'est quelque chose que l'on rencontre notamment dans les tableaux de la TEC. Et bien dans les tableaux de la TEC, si on veut passer d'une colonne à l'autre, on écrit ceci. C'est par exemple. Et bien ceci, ça compose un tableau, compilé d'ailleurs. Il n'est pas content parce qu'ici, le caractère esperluette ne doit pas se trouver en dehors d'un tableau. Donc là, il n'est pas content. Donc on va enlever cette ligne. On va recompiler. Voilà. Donc, eh bien, dans la première colonne, il y a le chiffre 1, et puis dans la deuxième colonne, il y a le chiffre 2. Voilà pour la catégorie numéro 4. À la catégorie numéro 5, eh bien, est constituée elle aussi par défaut d'un seul caractère qui est le retour chariot. Le retour chariot, c'est le caractère qui est dans le code, mais qui n'est pas affiché, qui se trouve lorsqu'on appuie sur la touche entrée. Alors, il n'est pas affiché, mais après le T de chariot, eh bien, j'ai un retour chariot, puisque dans le code, j'ai été à la ligne. Et donc, le retour chariot appartient à la catégorie numéro 5. Alors, il y a deux spécificités du retour chariot. C'est que dans le code, un retour chariot, c'est égal à un espace. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2, c'est 1. Voilà, si n'importe où dans le code, je tape un retour chariot, c'est exactement comme si j'avais tapé un espace. Si je tape A, puis un retour chariot que je tape B, que je compile, et bien entre les deux, il y a un espace. Alors, je vais peut-être le faire mieux apparaître en composant en chasse fixe. Voilà, il y a donc un espace entre le A et le B. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour chariot. C'est exactement comme si j'avais tapé A espace B. Puis deux retours chariots, comme ça. Eh bien, c'est comme si on tapait la primitive par. La primitive par demande à TEC de composer le paragraphe précédent, c'est-à-dire ici il est composé que du caractère petit a, et donc de commencer un paragraphe suivant. Donc voilà, que je tape par ou que je tape de retour chariot, c'est pareil. Voilà, à retenir donc un retour chariot égale un espace, deux retours chariot égale primitive par. La catégorie suivante est la catégorie numéro 6. Là encore, un seul caractère la constitue, c'est le caractère dièse. Alors il est utilisé très souvent, le caractère dièse, c'est juste un délimiteur d'argument de macro. On verra ça beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos, mais en fait, si une macro doit lire des arguments, eh bien pour les distinguer les uns des autres, on les numérote en les faisant précéder d'un caractère dièse. Pour une macro, par exemple, ceci. Mais c'est l'argument numéro 2. D'ailleurs, ça supposerait qu'il y ait avant un argument numéro 1. Voilà, c'est ainsi que fonctionne la numérotation des arguments sous TEC. Passons à la catégorie suivante, qui est la catégorie numéro 7. Là encore, cette catégorie par défaut ne contient qu'un seul caractère, c'est celui de la mise en exposant. Bon, il a plusieurs fonctionnalités, ce caractère de mise en exposant, ou plutôt ce caractère de 4 code 7.
La fonctionnalité la plus transparente, c'est celle de tout simplement en mode mathématique mettre un exposant tout simplement. Je compile ceci évidemment et que je vais voir le résultat. Il n'y a aucune surprise. J'obtiens bien 2 à la puissance 3. D'ailleurs, si au lieu de mettre 3, j'avais mis 2 à la puissance 16, et que je compilais, eh bien, il y a un petit problème, c'est en fait que seul le 1 est compris comme étant l'exposant de 2, et le 6 est tenu à part. Alors, pour signifier que 16 doit être mis en exposant, il faut le mettre dans un groupe, c'est-à-dire en accolade. Attention, c'est bien un groupe, hein, ce n'est pas un argument, car le caractère de mise en exposant n'est pas une macro. C'est donc un groupe, comme on a vu quand on a étudié les caractères de 4 codes 1 et 2. Donc si je compile ici, là, ça va bien faire 2 puissance 16. Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus, le fonctionnement est parfaitement évident. Une autre fonctionnalité du caractère de 4 codes 7, eh bien, c'est que si deux caractères de 4 codes 7 se suivent, et que c'est les mêmes, et qu'on les fait suivre d'un caractère, par exemple, je mets étoile, eh bien, si je compile ceci, j'obtiens la lettre J. Alors, pourquoi est-ce que j'obtiens la lettre J? C'est une règle de lecture de TeX. Si j'appelle petit c le code de caractère du caractère qui suit les deux de mise en exposant, eh bien si ce code de caractère il est plus petit que 64, alors eh bien, tout ceci là, ces trois caractères finalement, c'est compris comme le caractère de code C plus 64. Alors ici avec l'étoile, eh bien l'étoile a un code de caractère de 42. 42 est bien plus petit que 64, donc tout ceci c'est compris comme le caractère de code 42 plus 64, c'est-à-dire 106. Et il se trouve que dans la table de caractères, eh bien, le caractère de code 106 est la lettre J minuscule. Alors si au lieu de mettre étoile, je mets petit a, que je compile, eh bien j'obtiens un point d'exclamation. Là encore, si le code de caractère il est supérieur ou égal à 64, eh bien alors tout ceci, ces trois caractères sont compris comme le caractère de code C-64. Alors le code de caractère de la lettre A minuscule c'est 97. 97 est bien supérieur ou égal à 64, donc tout ça, ça va être remplacé par le caractère de code 97 moins 64, c'est-à-dire 33. Et encore une fois, dans la table de caractères, eh bien, le caractère de code 33 est le point d'exclamation. Alors pour que tout ceci soit un peu plus visuel, on va fermer ceci, on va aller ici. Ensuite, c'est un code LaTeX qui permet justement d'afficher la table des caractères de 0 à 127. On va aller voir de quoi il en retourne. Donc voilà cette table. Je vais agrandir un peu. Voilà. Alors si je reviens à mon étoile qui était ici, eh bien, si on lui ajoute 64 à ce code de caractère, on tombe sur on va dire 106 donc. Comme dans ce tableau il y a 16 caractères par ligne, et bien 64 ça représente donc 4 lignes, puisque 4 fois 16 ça fait 64. Et bien ça revient donc à descendre de 4 lignes. Ajouter 64, ça revient à descendre de 4 lignes, il faut compter 1, 2, 3, 4. Et bien on tombe bien sur le caractère J ici, qui est de code 106. Et pour la lettre petit a qui est ici, qui se trouve donc dans la partie basse du tableau, puisque le caractère de code 64 étant l'arrobase ici, et bien le soustraire 64, et bien ça revient à remonter de 4 lignes, donc dans la lettre petit a,
si on remonte 4 lignes au-dessus, eh bien on trouve bien le point d'exclamation qui est le code 33. Bon, alors quel est l'intérêt de cette manœuvre avec ces deux signes de code 7, là, exposant? Eh bien, c'est que dans les deux premières lignes ici, ce sont des caractères qui ne sont pas affichables. Voilà, le premier caractère qui est affichable, c'est lui, là, c'est l'espace, qui a un code de caractère de 32. Et les caractères qui sont là ne sont pas affichables. Donc, en fait, pour les afficher, on peut recourir à ce stratagème-là de deux exposants suivis de la lettre qui est 4 lignes au-dessous, justement pour afficher, pour mettre dans le code, on va dire, un caractère non affichable, c'est-à-dire qui n'est pas tapable, enfin qui est pas, on ne peut pas taper au clavier comme ça directement. Alors, il y en a deux qui sont particulièrement intéressants, c'est celui-ci. CR, ça veut dire Carriage Return, c'est-à-dire le retour chariot en fait. Bien 4 lignes au-dessous, on a la lettre M, donc le retour chariot, et bien, je vais le mettre là, un retour chariot. Ça peut se taper comme ceci. Voilà, ça c'est un retour chariot. Puis il y en a un autre qui est intéressant aussi, c'est lui. HT, ça veut dire horizontal tabbing. Eh bien, une tabulation. J'ai perdu quelque chose, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Une tabulation, ça s'écrit. Eh bien, si je descends 4 lignes au-dessous, c'est la lettre grand I. Voilà, c'est assez connu dans le monde de tech et de la tech. Retour chariot, c'est ceci. Et la tabulation, c'est ceci. Alors, il y a une autre façon, toujours avec ces deux caractères de mise en exposant, eh bien, c'est que si après je tape un nombre, alors c'est pas un nombre écrit dans le système décimal, c'est un nombre hexadécimal. Donc qui contiendra deux chiffres hexadécimales. Les chiffres hexadécimaux vont de 0 à F. Eh bien si je tape, si j'écris un nombre hexadécimal après ces deux caractères de mise en exposant, eh bien le tout est remplacé par le caractère ayant le code du nombre que l'on a tapé. Alors si je reprends le petit a de tout à l'heure, eh bien plutôt petit j, comme ça au moins on mettra des lettres. Alors le code de caractère hexadécimal de petit j, c'est 6A. Pourquoi c'est 6A? Parce que 106, c'est égal à 6 fois 16 plus 10. Donc le 6, c'est celui-ci, et le 10 en décimal, eh bien, il est codé par la lettre petit a. Alors si je compile ceci, que je vais voir le résultat, je vais obtenir la lettre petit a. Petit j, pardon. On va agrandir un peu. Alors là, je suis en train de compiler par défaut avec PDF LaTeX, qui est un moteur à 8 bits. Et donc les caractères, le code de caractère le plus grand que je puisse écrire, c'est celui-ci. Ça c'est 255. Si je compile avec un moteur UTF-8, par exemple XeLaTeX, eh bien je peux aller dans des caractères dont le code est bien supérieur à 256. Alors je vais commenter cette ligne car elle n'a pas lieu d'être en XeLaTeX. Et on va aller chercher le code de l'euro. Alors l'euro, il a un code de caractère de 20AC, en hexadécimal. Comme il est constitué de 4 chiffres, eh bien, je dois mettre 4 signes, 4 caractères de 4 codes 7 pour justement indiquer à TeX, mais que le nombre plutôt qui suit est composé de 4 chiffres. Je compile. J'ai compilé par défaut, donc je vais prendre une erreur, bien sûr. Pardon, il faut que je clique là-dessus. Voilà. Et bien, j'obtiens bien le caractère euro qui a comme code de caractère 20AC.
Alors, on pourrait aller encore plus loin, hein. Il y a des caractères qui sont composés de 5 chiffres hexadécimaux ou de 3 chiffres hexadécimaux. En fait, à chaque fois, eh bien, il faut suivre la règle que il faut mettre autant de signes de mise en exposant que justement le nombre hexadécimal qui suit est composé de chiffres. Voilà pour ce caractère de 4 codes 7. La catégorie suivante porte le numéro 8. Elle ne contient par défaut qu'un seul caractère, qui est celui de la mise en indice. On ça va aller beaucoup plus rapidement qu'avec le caractère de 4 codes 7, puisque la mise en indice n'opère qu'en mode mathématique. Alors ici j'écris 2 indices, 3. Je vais aller voir ce que ça donne. Sans aucune surprise, j'obtiens bien en composition 2 indices 3. Alors c'est comme avec les indices, hein, si je voulais mettre plusieurs caractères en indice, par exemple 30, mais il faudrait que le 30, je le mette dans un groupe pour indiquer à texte justement que c'est tout ce qui est à l'intérieur du groupe qui doit être mis en indice. La catégorie suivante est la catégorie numéro 9. Eh bien, cette catégorie ne contient par défaut aucun caractère. C'est la catégorie des caractères qui sont ignorés. Alors, quel est l'intérêt en fait d'ignorer certains caractères à la lecture pour TeX? Eh bien, c'est par exemple, imaginons que j'ai une macro qu'on va appeler XX par exemple, eh bien, qui doit lire un argument comme ça entre accolades, et que dans cet argument, eh bien, j'ai une liste de mots séparés par des virgules. Par exemple, ceci. Voilà. Mais il serait judicieux que les espaces qui sont ici après bonjour ou après le ou de part et d'autre de monde soient ignorés justement, pour pas que les mots que l'on obtient après la lecture soient pollués par des espaces non voulus. Donc il serait judicieux justement pour cette macro XX de demander à ce que son argument soit lu en donnant à l'espace code de catégorie 9 pour justement l'ignorer tout simplement dans la lecture de l'argument et qu'on ait des mots expurgés de leurs espaces parasites. Eh bien la transition est parfaite pour la catégorie numéro 10 qui est celle de l'espace. Alors bien évidemment elle contient le caractère espace, celui qu'on obtient lorsqu'on tape sur la touche espace, et elle contient cette catégorie également le caractère de tabulation qui s'écrit comme ceci, ou qu'on peut mettre dans le code comme ceci. Voilà les deux caractères qui revêtent les mêmes propriétés aux yeux de TeX puisqu'ils sont dans la même catégorie. Alors qu'est-ce que fait un caractère de 4 codes 10? Eh bien, tout d'abord à la composition, il est composé en une espace. Voilà. Je peux compiler ceci, hein, bien sûr, en des espaces, mais j'en ai là entre chaque mot, hein, puisque j'ai mis un espace dans le code, et bien la composition, j'ai bien un espace entre chaque mot. Autre propriété des caractères de 4 codes 10, c'est que deux espaces, alors je dis espace, je devrais dire deux caractères de 4 codes 10, donc on va mettre deux espaces, parce que la plupart du temps, on parle de l'espace, hein, quand on parle de la catégorie 10. Deux espaces ou plus, c'est compris comme un seul espace. On peut faire l'expérience d'ailleurs tout de suite. Je vais réduire ici. Entre le 1 et l'espace, eh bien, j'ai bien cet espace-là qui se retrouve là. Mais si je mets deux espaces, que je recompile, ça ne va rien changer du tout ici. Les deux espaces qui sont là sont compris comme un seul. Et puis si j'en mets plusieurs, tout ça c'est pareil. Hein, tous ces espaces-là, c'est compris comme un seul espace par TeX. Propriété suivante des espaces, eh bien, ils sont ignorés en début de ligne. D'ailleurs ici j'ai un caractère de tabulation ici, eh bien comme il est au début d'une ligne, c'est-à-dire il y a un retour chariot qui est ici, hein, qui n'est pas imprimé mais il y en a un, donc il est en début de ligne, et bien cette tabulation est ignorée. Si je rajoutais plein d'espaces ici, ça ne change rien, je vais compiler mais ça ne va pas se déplacer pour autant.
ça reste exactement au même niveau que le tiret qui est au-dessus. Tout ça, c'est ignoré. Propriété suivante des caractères de 4 codes 10, ils sont ignorés après une séquence de contrôle. Bon, on va faire un exemple, je vais commenter tout ça. Je le décommenterai plus tard. On va revenir à notre macro today, qui donc compose la date, voilà, 19 avril 2021. Alors si je mets un 0 ici, après la date, que je recompile, bien entendu, bien, ça va me donner le 19 avril vers 1210. Ceci, c'est dû à la macro today, et puis le 0 qui est collé après, et celui qui est ici. Si je mets un espace ici, eh bien, il sera ignoré, parce qu'il suit une séquence de contrôle. Donc le 0 reste collé. Alors, je peux mettre un espace, plusieurs, des tabulations, tout mélanger. Tout ça, c'est ignoré. Je décommente. Propriété suivante des caractères de 4 codes 10. Eh bien, eux, ils sont pris en compte, par contre, après un caractère de contrôle. Alors, comme caractère de contrôle, on va prendre par exemple celui-ci. Alors, ce caractère de contrôle, en réalité, c'est ce qu'on comporte comme une macro. Hein. Il se contente d'afficher le caractère $. Évidemment, je peux pas, pour afficher le caractère $, je ne peux pas mettre directement $, dans le code comme ça, parce que $ est un caractère spécial, hein, qui a un code de catégorie de 3 et qui est compris justement comme une bascule mathématique. Donc pour l'afficher, on écrit comme ça, et ça se comporte comme une macro, et donc ça compose le caractère $. Si je le fais suivre d'un 1, eh bien je vais obtenir $1 bien sûr, ici. Alors que si je mets un espace là, eh bien il va être pris en compte, donc le 1 va se décoller de l'espace à la compilation, du $ à la compilation. Voilà, l'espace ici, il est bien pris en compte par TeX, parce qu'il suit un caractère de contrôle. Voilà pour la catégorie numéro 10, celle des espaces. Catégorie suivante, qui est la catégorie numéro 11, c'est la catégorie des lettres. Alors par défaut, on a les lettres minuscules de A à Z et les lettres majuscules de grand A à grand Z. Voilà ce qui compose par défaut la catégorie numéro 11. Alors au-delà du mot lettre, ça recouvre bien les lettres que l'on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire une lettre pour TeX? Eh bien, c'est une lettre, c'est un caractère qui peut rentrer dans le nom d'une séquence de contrôle. Je sais pas, je vais taper... Voilà, et bien tout ceci, il y a des lettres majuscules et des lettres minuscules, tout ceci sont des lettres, donc qui viennent TeX prendre tout ça pour composer, pour comprendre plutôt, hein, enfin une séquence de contrôle. Alors si ici je mets quelque chose d'autre, par exemple un point, et bien un point n'étant pas une lettre, eh bien la lecture de la séquence de contrôle s'arrête aux 3 premières lettres, SQ. Et puis le point, et puis tout ce qu'il y a après, ben, c'est compris comme des caractères standards qui n'ont aucune propriété particulière. Voilà. Alors, quand on va dans le code de la TeX, qu'on regarde un peu n'importe où, parce qu'il y en a absolument partout, eh bien on voit le caractère arrobase assez souvent dans le nom de séquence de contrôle. Bon, moi, la coloration syntaxique ici que j'ai demandé pour Visual Studio Code tient compte de cette particularité, et donc ça fait que pour la coloration syntaxique que j'ai mise en place, eh bien l'arrobase est une lettre. C'est pour ça que la coloration syntaxique ici est cohérente avec ce qui se passe en réalité. Donc en fait, la TeX demande tout au début de son code, eh bien, que justement l'arrobase soit une lettre. Ce qui fait que pour tout le code, pour tout le noyau, on va dire, de la TeX, tous les noms de commandes peuvent contenir l'arrobase. Alors les noms de commandes qui contiennent l'arrobase, ça s'appelle des noms de macro privés.
Pourquoi privé? Parce que on ne peut pas y accéder directement, puisque par défaut, les lettres, ben, il n'y a pas l'arrobase dedans. Donc si je veux par exemple exécuter cette commande là, qui me demande d'ailleurs si c'est une macro étoilée ou pas, si je la mets ici, voilà, la coloration syntaxique est trompeuse, attention, hein, cette macro là, qu'est-ce que va comprendre Tech ici? Eh bien, il va regarder après le caractère de 4 code 0 ici, et il va voir un caractère, donc pour lui ça va s'arrêter ici. En fait, Tech comprend un caractère de contrôle, arrobase, et puis tout le reste n'est pas compris comme la suite du nom de la séquence de contrôle. C'est compris comme, mais comme du texte standard, si vous voulez, après. Pour pouvoir exécuter cette macro, il faudrait qu'on déclare ici que l'arrobase est une lettre. C'est pour ça que ça s'appelle une macro privée, parce que ben, pour y accéder, on doit faire une petite manœuvre supplémentaire qui n'est pas, pas vrai par défaut, hein, que l'on ne peut pas exécuter par défaut. Alors ensuite, si on trouve, parce que depuis peu, il y a du code LaTeX 3 qui a été incorporé à LaTeX, et en voilà d'ailleurs. On se reconnaît à 2 km parce que cette fois-ci, LaTeX 3, eh bien, il confère au caractère de mise en indice, underscore, la valeur de lettre. Donc pour LaTeX 3, eh bien, ceci a un code de catégorie de 11. Et également les 2 points. Donc, ce qui fait que pour LaTeX 3, tout ceci est le nom d'une macro. Voilà. Donc, alors c'est quasiment tout le temps, hein, les macros de LaTeX 3 contiennent des underscores ici et des 2 points. Voilà, donc tout ça, c'est compris comme le nom d'une macro. La catégorie numéro 12, elle, c'est celle des caractères que l'on appelle autres. Bah, autres parce que tout simplement, bah, c'est les caractères que l'on n'a pas rencontrés jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les caractères dans les catégories de 0 à 9, hein, et qui ne sont pas des lettres. Donc on trouve les chiffres, par exemple, de 0 à 9, on trouve les ponctuations, point, virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, l'arrobase, le pipe, tout ça, ce sont des caractères autres. Bon, évidemment, on peut toujours faire un caractère de contrôle, hein, en faisant précéder d'un anti-slash, mais ce sont des caractères qui n'ont aucune propriété particulière, si ce n'est, ben, ils sont compris comme une primitive en quelque sorte, qui demande de composer le caractère en question, justement. La catégorie numéro 13, c'est celle des caractères qui s'appellent actifs. Alors ils sont actifs parce qu'on peut les programmer comme des macro-instructions pour leur faire exécuter des tâches plus ou moins complexes, exactement comme on pourrait le faire avec une macro. Alors par défaut, ça dépend des moteurs, attention, hein, mais en fait le caractère actif qui est le plus connu, c'est le caractère tilde, comme ça. Lui, il est actif. Par défaut, aussi bien pour Tech que pour LaTeX d'ailleurs. Si j'écris A tilde B, que je compile, je vais voir ce qu'il en retourne. Eh bien, lorsqu'il est exécuté, ce caractère, parce qu'il est vraiment exécuté, il fait des actions par derrière. Eh bien, son action, c'est d'insérer ce qu'on appelle un espace insécable. C'est-à-dire que cet espace-là, qui est entre A et B, ne peut pas se trouver à la fin d'une ligne. On ne peut pas avoir A à la fin d'une ligne et B au début de la ligne suivante. En fait, ces 3 caractères, A, l'espace et B, resteront en toutes circonstances collés. C'est ça l'action du caractère actif tilde. Alors il y a d'autres caractères actifs selon les moteurs, mais la plupart du temps celui auquel on fait référence c'est celui-là.
Voilà, c'est celui qui est connu pour être le caractère actif sous TEC et LaTeX. Eh bien, la catégorie numéro 14, c'est celle du caractère de commentaire, qui est par défaut, on ne contient qu'un seul caractère, qui est le caractère %. Eh bien, le caractère %, il est ignoré, et il est ignoré également tout ce qui se trouve après lui. Voilà, tout ça. Il peut y avoir des séquences de contrôle, ce que l'on veut, tout ça jusqu'au retour chariot est ignoré. Si je compile ceci, et bien après commentaire, je n'aurai rien du tout, tout ça c'est ignoré. Et enfin, nous passons à la dernière catégorie, qui est la catégorie numéro 15. C'est celle des caractères invalides. Invalides parce que lorsqu'ils sont rencontrés par TeX, eh bien, ils provoquent une erreur de compilation. Il y a deux caractères invalides. C'est le caractère de code 0 et le caractère de code 127. Par défaut, ces deux caractères sont invalides. D'ailleurs, on peut essayer de provoquer une erreur de compilation. On va écrire le caractère de code 0. Alors, on ne peut pas l'écrire directement au clavier. On va se servir eh bien, de caractère de code 7, de mise en exposant. Ceci est le caractère de code 0. Si je compile ceci, je suis sûr que je vais me faire insulter. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, il me dit que la ligne contient un caractère invalide. C'est pareil, si je mets le caractère de code 127, alors 127 en hexadécimal c'est 7F, que je compile ceci, ça va être exactement la même punition. Voilà, le texte contient un caractère invalide. Et bien voilà, nous avons fait le tour des 16 catégories. C'est un peu long, c'est moins exhaustif. Les 16 catégories de TeX qui donnent certaines propriétés au caractère. Avant de mettre un point final à cette vidéo, nous allons rendre les choses un peu plus claires en allant consulter ici ce que j'ai appelé table 4 codes. Bon, c'est un petit programme en TeX que j'ai écrit qui construit tout simplement un tableau dans lequel on a chaque catégorie, et dans chaque catégorie il est indiqué quels sont les caractères qui s'y trouvent. Alors on va compiler ceci avec PDF LaTeX dans un premier temps. On va aller voir ceci dans un visualiseur externe qui est Ocular. Voilà. Voilà le résultat. On a à gauche le numéro de chaque catégorie. Je lui ai fait calculer à chaque fois combien de caractères se trouvent dans la catégorie concernée, et les caractères sont ici à droite. Bon, au début, c'est tout ce que nous avons déjà vu, catégorie 0, caractère d'échappement, les accolades, la bascule mathématique, le caractère d'alignement. Ici, c'est le retour chariot. Alors attention, la virgule ici, ce n'est pas un retour chariot. Et la virgule ici, c'est juste un problème de codage de fonte. Le 6, la numérotation des arguments, l'exposant, l'indice, pas de caractère, donc ignoré. La catégorie numéro 9, 2 espaces, l'espace, et ici c'est le caractère de tabulation. Et bien les 52 lettres, 2 fois 26, les majuscules et les minuscules, nous avons 33 caractères autres, on retrouve les chiffres, les caractères de ponctuation, les parenthèses, etc. Et nous avons 13 caractères actifs. Alors il y a tous ceux qui vont de 1 à 31, là ce sont des caractères non affichables, et puis on retrouve notre tilde qui a comme code de caractère 126. Le caractère de commentaire % et les deux caractères invalides pour PDF LaTeX qui sont 0 et 127. Je ferme tout ça, et cette fois-ci je vais compiler non plus avec PDF LaTeX mais avec XeLaTeX, et pareil on va aller voir le résultat que l'on obtient. Alors, au début c'est exactement comme tout à l'heure. Là où ça change, c'est ici pour les caractères actifs, et bien nous n'avons plus que 2. Alors que tout à l'heure il y en avait une sacrée palanquée. On a toujours le tilde ici de code 126. On a ce caractère de code 12
qui est actif pour Xelatech, je ne sais pas du tout pourquoi, je n'ai pas la moindre idée. Et on retrouve ici les caractères qui étaient actifs sous PDF LaTeX deviennent de 1 à 31 deviennent des caractères illégaux pour Xelatech. On a toujours le 0.127 qu'on avait déjà sous PDF LaTeX, plus tous ceux qui étaient actifs précédemment. Voilà, donc attention quand même, les catégories ne contiennent pas toutes exactement les mêmes caractères selon le format que l'on utilise, un format qui dépend donc du moteur sous lequel on compile. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin de cette vidéo qui a été longue, mais au moins elle a le mérite d'avoir été exhaustive. Moi, il faudra que j'en fasse des plus courtes à l'avenir, parce que là c'est vraiment trop long. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois peut-être.